Comment est-ce qu'on peut expliquer ce changement de cap? C'est vrai, il le dit, l'exigence d'une plénière était inscrite dans le règlement de 2005. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour le règlement de 2011, mais on veut surtout parler des conditions dans lesquelles cette proclamation a été faite. Dans son bureau, avec une forte militarisation de l'institution. Au niveau des insuffisances même de cette proclamation, le peuple béninois a pu l'observer, le niveau de dépouillement du vote n'a pas été précisé, le taux de participation n'a pas été précisé, c'est des questions auxquelles il n'a pas su répondre puisqu'il dit qu'il a transmis tous ces documents à la Cour constitutionnelle, mais on n'a pas encore les preuves que tous ces détails très importants pour l'appréciation du vote ont été transmis fidèlement à la Cour constitutionnelle. Luriel Junior de Siovo, comment appréciez-vous ces résultats provisoires du scrutin du 13 mars? Surprenant pour plus d'un, comme l'a dit Fidèle. Supérieur pour vous aussi? Je ne dirais pas. Déjà, on était un peu médiatiquement préparé à cette situation. On entendait déjà des chiffres qui flambaient de part et d'autre. Qui a pu jouer ce rôle de préparateur psychologique? Forcément nous-mêmes, puisque nous y sommes, puisque nous sommes acteurs des médias, mais nous ne faisions que notre travail dans tous les cas, que relayer l'information qu'on nous donnait. Peut-être quand on aura le temps de revenir sur ce débat, doit-on réellement tout dire ou faire encore économie de vérité parfois? Je pense que c'est quand même une question qui mérite d'être posée parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut parfois éviter de transmettre. Luriel Junior de Siovo, on reste avec vous. Au lendemain des indications données par le président de la Commission électorale nationale autonome, son vice-président est monté au créneau pour donner, lui, des précisions sur les niveaux de dépouillement par département. Est-ce que ça affiche une cohésion de l'institution ou une cohésion au sein de l'institution? Non, mais partons déjà du moment où, de l'atmosphère dans laquelle on peut dire ces résultats ont été proclamés par M. Joseph Yonfou, on peut déjà comprendre qu'il n'y a pas eu une réelle cohésion au sein de ce groupe-là de la Sénat, ce qui ressemble d'ailleurs étrangement à des conditions qu'on a vues dans un autre pays dont je ne citerai, voilà, que je ne citerai pas. Mais franchement, ça laissait déjà beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexions quant à ce qu'il en sera de la crédibilité de ces résultats-là qui ont été donnés. Donc déjà à ce niveau-là, on sentait déjà que la Sénat même n'était pas d'accord, n'était pas en cohérence par rapport à ces résultats-là. Et on continuera de se poser la question malgré quand même ces résultats que la Cour a donnés, de savoir si réellement finalement tout ce groupe-là s'est entendu sur les résultats que la Cour constitutionnelle vient de valider, vu que jusque-là on n'a entendu que des contestations qui continuent encore d'ailleurs. Fidèle Goulizia, intéressons-nous un peu aux chiffres que le vice-président a donnés. Quand on observe un peu, l'ensemble des départements tourne autour de 70-80%, à l'exception de 5. Les 5, c'est la Liborie, l'Atlantique, le littoral, l'Ouémé et le plateau. Est-ce qu'à votre avis, le dépouillement à 100% ou à quasiment 100% dans l'ensemble de ces départements n'aurait pas pu, de façon statistique, influencer ne serait-ce que les pourcentages obtenus? Alors, la logique arithmétique aurait voulu effectivement que le candidat Ngwedji franchissent au moins la barre des 40%, étant donné que les 5 départements que vous avez cités effectivement font partie de ces fiefs traditionnels. Mais c'est vrai aussi que cette élection a montré qu'il n'y a plus de fiefs traditionnels, notamment dans le Zou et les collines. Mais je veux dire, objectivement, on devait s'attendre à cela. Mais en même temps, le président Yonfou a parlé de résultats de synthèse qui montrent que les résultats sur lesquels il a planché, c'est les résultats des 2 opérateurs économiques, des opérateurs informatiques, technologiques, c'est-à-dire une synthèse des 2 opérateurs informatiques, et on apprend que ces opérateurs informatiques avaient une tendance de la mouvance, une tendance de l'opposition, avec des résultats différents. Donc il a su faire une synthèse, mais en même temps, je dis, ça repose la question de la crédibilité de la Sénat QV 2011. Qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette Sénat qui était le reflet des dissensions, des clivages politiques? Et c'est bien, je me dis, c'est bien que la crise de la Sénat soit posée au Bénin, parce que le Bénin en 1994 a donné l'exemple de la création du Sénat. Au départ, dans le processus électoral démocratique sur nos continents, ce sont les ministères de l'Intérieur, les ministères de l'administration territoriale qui organisaient les élections. Mais on a constaté qu'il y avait une sorte d'inféodation avec le pouvoir et on a postulé l'idée des commissions électorales indépendantes. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en Guinée, en Côte d'Ivoire et aujourd'hui au Bénin,
la question du mode de désignation politique des commissions, des membres de la commission électorale est à reposer avec beaucoup plus de profondeur. Est-ce que, selon vous, il faut aller vers une structure pérenne pour l'organisation des élections, ou faudrait-il retourner à la case départ, à savoir confier, là je ne spécifie plus pour le cas du Bénin, est-ce qu'il faudrait désormais confier de nouveau l'organisation des élections au ministère chargé de l'Intérieur? Non, il ne faut pas faire un pas en arrière. Il ne faut pas faire un pas en arrière. L'exemple du Ghana, du Nigeria nous montre. Il faut aujourd'hui une institution permanente qui gère les élections. Une institution permanente qui a à sa disposition une loi électorale, c'est-à-dire un code électoral qui devient sa boussole. Après 21 ans, il est déplorable que le Bénin n'ait pas de code électoral et qu'on attende les années électorales qui sont des années tumultueuses pour aller au vote électoral. Donc à partir du moment où on vote des lois électorales, à partir du moment où on aura une institution pérenne avec l'animation de cadres professionnels, des experts en matière d'élection, on pourra tendre vers une impartialité. Mais s'il faut aller à la désignation par le président, par l'Assemblée nationale, des membres de la Sénat, on va se retrouver chaque fois avec ce qu'on appelle la bataille de la Sénat. Moi je trouve que c'est aberrant de parler de bataille de la Sénat quand on sait que c'est le peuple, c'est le suffrage du peuple qui compte. On a l'impression que celui qui gagne la bataille de la Sénat, je ne sais pas si c'est un terme médiatique, mais on a la nette impression que celui qui gagne la bataille de la Sénat a gagné les élections, au mépris du peuple. Il a des chances de gagner les élections, c'est ce qu'on pense. Ça plombe déjà le processus électoral. Donc une réflexion voudrait que le quinquennat, le prochain quinquennat, quel que soit le président élu, soit un quinquennat de réforme institutionnelle. Très rapidement cette fois-ci, vous proposez ou vous êtes pour une structure permanente qui organise les élections. Obama, en visite au Ghana, disait que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais les institutions fortes, et c'est moi qui l'ajoute, ont besoin d'être animées par des hommes. Est-ce qu'on peut compter sur la crédibilité des hommes qui animent ces institutions? Est-ce que ça ne pose pas non plus aussi un problème pour la crédibilité de ces institutions-là? Je suis d'accord avec vous, MS, c'est un débat d'école. Lorsque nous aurons régulé le fonctionnement de nos institutions, il faudra mettre à la tête de ces personnes, de ces institutions, des personnes. Ce sont des personnes qui donnent une image à une institution. Les institutions sont animées par des personnes, ça je suis d'accord avec ça, mais le mode de désignation de ces personnes peut réduire l'impartialité de ces structures-là. Que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle, que ce soit au niveau de la Sénat, il y a une crise de légitimité aujourd'hui. C'est vrai que nos constitutions sont calquées sur le modèle de la Ve République en France, où le président est choisi, désigne le président de la Cour constitutionnelle, mais je pense qu'il faut arriver à dépasser cela pour que, par exemple, le Conseil de la magistrature puisse élire ou simplement désigner un président au niveau de la Cour constitutionnelle ou simplement au niveau de la Sénat. On pourra déjà faire un pas vers le processus démocratique. Merci.